Maintenant, concernant la Chine, puisque tout tourne autour de la Chine, la dernière nouvelle, c'est que nous avons reçu des informations selon lesquelles la Chine évalue l'offre américaine de négocier les tarifs douaniers. La Chine vient de déclarer notre porte est ouverte. Donc le message que nous avons reçu, c'est que les États-Unis essayent, apparemment par différents canaux, de contacter la Chine pour lancer une sorte de négociation, je suppose. Et dans la mesure où la Chine dit maintenant, d'accord, nous pouvons évaluer, mais il n'y a aucune promesse. Qu'en pensez-vous? Je pense que les Chinois finiront par accepter de négocier, mais si j'étais à leur place dans cette situation, en position de force, je laisserais les Américains s'inquiéter. Et si vous voulez que je vous dise pourquoi je pense que nous avons eu ce commentaire extraordinaire, intempestif et colérique, qui, comme je l'ai dit, portait en apparence sur l'Iran, mais qui, selon moi, visait en réalité la Chine, je soupçonne que c'est en partie la raison pour laquelle Trump est furieux. Les Chinois ne se précipitent pas simplement pour dire « Oh, regardez, nous sommes pressés » et négocier avec les Américains dès que ces derniers le souhaitent. Vous savez, les Américains disent « Nous voulons discuter » et nous devrions immédiatement nous précipiter pour discuter. C'est probablement ce à quoi Trump s'attendait. Il est très en colère et il l'exprime dans ce message sur Truth Social. Mais comme je l'ai dit, si j'étais la Chine, c'est ce que je ferais. Je laisserais les Américains s'inquiéter. Je donnerais une semaine ou deux et je dirais aux Américains, écoutez, d'accord, nous voyons que vous voulez discuter. Si vous souhaitez présenter des propositions, nous les examinerons. Et ensuite, après avoir examiné ces propositions, si nous pensons qu'elles valent la peine d'être discutées, alors nous pourrions envisager une rencontre. Mais je ne me précipiterai certainement pas. Et j'ai l'impression que les Chinois ne se précipitent pas non plus. J'ai déjà négocié avec des Américains, d'ailleurs. Ce genre de fanfaronnade, de menaces, et tout cela est très typique de la façon dont les Américains mènent les négociations. Et comme je l'ai dit, la meilleure tactique est de rester calme et de faire traîner les choses. Et je pense que c'est exactement ce que fait la Chine. je pense que fondamentalement, le problème, en grande partie avec l'Amérique, c'est qu'ils ont perdu la confiance non seulement avec la Chine, mais aussi avec la Russie et l'Iran. Je crois que c'est là le vrai problème. Par exemple, s'ils disent aux Russes « Oh, nous n'allons pas laisser l'Ukraine entrer dans l'OTAN », quelle garantie avez-vous, n'est-ce pas? Vous le dites maintenant, mais vous pourriez changer d'avis demain, ou peut-être que la prochaine administration le fera. Pourquoi la Russie vous croirait-elle? C'est la même chose avec « Oh, nous allons lever les sanctions contre vous, l'Iran, si vous faites ceci ou cela ». Encore une fois, vous pouvez simplement revenir en arrière et dire « Laissez tomber, nous avons changé d'avis ». C'est pareil avec la Chine. Nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas? Il y a eu tellement de fois où la Chine a effectivement fait des concessions, acheté davantage et essayé de montrer qu'elle était sérieuse. Mais là encore, soit aucune promesse n'est faite, soit une promesse est faite puis rompue le lendemain, ou peu importe. Je pense que, fondamentalement, quand la confiance est rompue, il est très difficile d'avancer. Tu crois pas? Vous avez tout à fait raison. Ce que vous dites met le doigt sur la raison pour laquelle il existe cette grande crise dans les relations internationales. Car au centre des relations internationales se trouve un pays très puissant qui ne tient jamais parole. Dans chacun des cas que vous avez décrits, vous avez parfaitement identifié le problème. Les Russes ne font pas confiance aux promesses américaines selon lesquelles l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN à l'avenir, surtout lorsque des journaux européens, affirment qu'un responsable américain, probablement le général Kellogg, a dit aux Ukrainiens « Oh, ne vous inquiétez pas, nous pouvons accepter cela maintenant, mais la prochaine administration changera probablement de position de toute façon. » Ce que bien sûr les Russes lisent.
Et bien sûr, ils connaissent toutes les promesses faites par le passé concernant la non-extension de l'OTAN vers l'Est. Vous avez tout à fait raison à propos de l'Iran. Je veux dire, les Iraniens ont conclu toutes sortes d'accords avec les États-Unis. Il y a eu le JCPOA, il y a eu la promesse de lever les sanctions. Aucune de ces promesses n'a en réalité été tenue. Et avec la Chine, eh bien, vous connaissez l'histoire mieux que moi, mais même moi, je sais combien de promesses ont été faites et non respectées. Et peut-être la plus importante, les promesses faites concernant Taïwan sur la réduction des livraisons d'armes et tout cela à Taïwan, et sur la politique d'une seule Chine, à laquelle il est maintenant tout à fait clair que les responsables politiques américains ne croient pas. Alors, que faire? Comment peut-on négocier et parvenir à des accords avec un tel pays? Et c'est incroyablement difficile et eh bien, quasiment impossible, étant donné la puissance des États-Unis. Donc, au Royaume-Uni, il y a eu pas mal de visites de hauts responsables. Rien que cette année, en janvier, Rachel Reeves, qui est la chancelière fantôme, a effectué une visite, puis le secrétaire à l'énergie, Ed Miliband, est venu en mars, et ensuite l'amiral Tony Radakin vient tout juste de se rendre sur place en avril. D'accord. Et il y a aussi des discussions selon lesquelles Starmer envisagerait apparemment de se rendre en Chine plus tard cette année. Y a-t-il un changement dans l'approche du Royaume-Uni envers la Chine? Oui, c'est le cas. Mais je veux dire, ce n'est pas tant fait sans conviction que sans véritable idée ou plan. Ce sont donc toutes des personnes très importantes. Rachel Reeves, je veux dire, nous avons cette constitution archaïque en Grande-Bretagne avec tous ses titres pompeux. Son titre est chancelière de l'échiquier. C'est la ministre des Finances britannique. Ed Miliband est le secrétaire à l'énergie, mais sa principale mission est d'organiser la transition verte, la transition vers l'énergie verte. Je dois préciser que la Grande-Bretagne a d'énormes problèmes énergétiques. Nous manquons de toutes les formes d'énergie imaginables, mais lui se concentre particulièrement sur l'énergie verte. Bien sûr, le pays leader dans la technologie verte est évidemment la Chine. Et Tony Radakin est le chef de l'armée britannique. Donc toutes ces personnes se rendent à Pékin. Ils comprennent tous, à un certain niveau, qu'une relation avec la Chine est importante pour la Grande-Bretagne. J'en ai parlé à de nombreuses reprises. Vous vous souvenez, je viens d'en parler dans de nombreuses émissions. La Grande-Bretagne traverse une énorme crise de solvabilité. Nous n'avons pas d'argent à investir dans quoi que ce soit. Le pays qui pourrait éventuellement le faire, c'est la Chine. C'est ce que le gouvernement Cameron avait en quelque sorte compris. C'est pourquoi nous avons connu cette soi-disant âge d'or des bonnes relations entre la Grande-Bretagne et la Chine. Et puis bien sûr, nous avons tout gâché, parce que vous savez, nous allions avoir une Grande-Bretagne mondiale. Nous allions nous allier avec les Américains et nous allions envoyer their NAF of the GERS dans les régions Asie-Pacifique. Au fait, nous envoyons à nouveau des navires de guerre dans la région Asie-Pacifique. La moitié de notre marine, 4 navires. 4 navires. Voilà ce qu'est aujourd'hui la marine britannique. 8 navires en tout, et nous en envoyons 4. Donc ça va vraiment effrayer les Chinois. Bref, je suis sérieux. Donc, nous avons tout abandonné. Et il y a une certaine prise de conscience qu'il faudrait peut-être reconsidérer cela et le relancer. Mais personne n'a vraiment de plan pour y parvenir. Personne ne va en Chine en disant « Voici nos industries, voilà où nous aimerions des investissements. Voici ce que ces investissements pourraient produire. Voici comment vous pourriez en tirer profit. » Personne ne fait cela parce que plus personne ne pense ainsi en Grande-Bretagne. D'accord. Donc ils se disent simplement, bon, nous allons visiter la Chine. Et il est même possible que Starmer lui-même se rende en Chine sans savoir exactement ce qu'ils vont faire, ni discuter en détail avec la Chine de ce qu'ils veulent. C'est bien ça?
Exact. D'accord. Eh bien ça. Comment pouvez-vous... Cela semble absurde et presque drôle. Et du point de vue chinois, c'est drôle. Parce que je vis en Grande-Bretagne. Pour moi, ce n'est pas drôle du tout. C'est très préoccupant. Mais je veux dire, si vous suivez de près ce gouvernement britannique, ce que vous découvrez très rapidement, c'est qu'ils n'ont pas de plan. Du moins pas de plan pour la Grande-Bretagne. Et c'est l'autre chose qu'ils vont faire. Du moins, probablement pas Rachel Reeves et Ed Miliband. D'ailleurs, parmi ce groupe, Ed Miliband est de loin le plus intelligent et le plus compétent, et peut-être le seul qui pourrait concevablement engager la Chine dans le type de discussion dont j'ai parlé. Pas qu'il le fera, car il subit une pression politique considérable en Grande-Bretagne. Radakin et Starmer, je peux absolument vous garantir que le principal sujet qu'ils voudront aborder avec la Chine, c'est l'Ukraine. C'est ce qu'ils voudront faire. Ils viendront et diront « Pourquoi envoyez-vous des armes à la Russie? Pourquoi soutenez-vous les Russes dans toutes ces atrocités en Ukraine ?» Et les Chinois répondront « Nous n'envoyons pas d'armes à la Russie. » Alors les Britanniques seront très fâchés et très en colère, puis ils diront « Eh bien, vous devriez faire pression sur les Russes » et ce genre de choses. Et c'est, je le crains, ce dont ils finiront probablement par parler. Starmer ne cesse jamais de parler de l'Ukraine. Donc, vous ne pensez pas qu'il soit possible que la Grande-Bretagne envisage même de rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route? Vous ne le pensez pas? Pas? J'aimerais bien le croire. Je ne sais pas. Je n'y crois pas. Je veux dire, je ne vois aucune preuve de cela. Pour l'instant, Starmer est concentré, notre Premier ministre est concentré, sur l'obtention d'un accord de libre-échange avec les États-Unis. Je pense qu'il sait que si la Grande-Bretagne rejoignait l'initiative La Ceinture et la Route, cela n'arriverait pas. Donc je ne pense pas qu'il va le faire. Une chose à laquelle il pourrait penser, et ce serait une chose très mauvaise et malhonnête, si c'est bien ce qu'il pense, c'est qu'il pourrait venir en Chine, dire que la Grande-Bretagne est intéressée à rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route, puis courir voir les Américains et dire « Regardez, donnez-moi cet accord de libre-échange, parce que sinon, j'irai avec les Chinois. » En d'autres termes, il pourrait adopter une approche très manipulatrice, ce qu'il ne faut jamais faire. C'est l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre en diplomatie, de penser qu'en étant manipulateur, on obtiendra des avantages. Ce n'est jamais le cas. Puisqu'ils n'ont aucune idée de la manière de collaborer avec la Chine, peut-être que rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route serait une bonne façon de procéder, car cela donnerait à la Chine un intérêt dans cette affaire. La Chine aurait alors sa propre vision de la marche à suivre. Quels sont les projets d'infrastructure, ce qui intéresse la Chine dans sa coopération avec la Grande-Bretagne? On commence alors à avoir un certain plan, non? On peut permettre des années de discussion, et puisque vous n'avez pas d'idée vous-même. Eh bien, je ne peux pas imaginer de meilleure voie à suivre que celle que vous venez de suggérer. Mais je connais la classe politique britannique et la situation ici en Grande-Bretagne. Je ne pense tout simplement pas que cela va arriver. Je veux dire, il faut le dire, des pans puissants de la classe politique britannique sont extrêmement hostiles à la Chine. L'idée de rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route, de faire venir les Chinois pour commencer à construire nos infrastructures, rendrait complètement fous certains qui sont déjà à la limite de la folie ici. Et j'ai bien peur qu'ils aient de l'influence. Ils pèsent politiquement. Oui, tu as raison. Parce que quand je lis certains articles et qu'ils parlent des relations entre la Grande-Bretagne et la Chine, il y a toujours cette phrase sur la façon d'équilibrer les droits de l'homme et le développement. Ils parlent encore de ce genre de choses, Hong Kong, et franchement.
Eh bien, et ce sont les personnes les plus polies. Je veux dire, si vous lisez quelqu'un comme Ian Duncan Smith, qui a été l'ancien chef du Parti conservateur, ses opinions sur la Chine relèvent de la bande dessinée. Je veux dire, elles sont ridicules. Bon, je ne vais pas employer le mot à propos d'un compatriote britannique, mais elles sont absurdes. J'allais utiliser un mot bien plus fort. Et vous savez, s'il était le seul, cela n'aurait pas d'importance. Mais malheureusement, il y a une opinion très répandue au sein de l'élite politique britannique qui partage ce genre de point de vue. Pas d'ailleurs parmi le peuple britannique. Il y a une grande communauté chinoise, ici en Grande-Bretagne, et je suis sûr que vous avez beaucoup entendu parler des tensions entre les Britanniques et les immigrés. Cela ne se dirige jamais contre les Chinois. Ils ne sont jamais assimilés aux autres immigrés de cette manière. Les Britanniques aiment les Chinois. Ils s'entendent avec eux à de nombreux niveaux. Mais bon, voilà. Dernière question. Donc, la dernière fois que nous avons parlé, nous disions que l'économie de marché était censée l'emporter. Maintenant, elle a gagné et les libéraux continuent de contrôler le pays. Que va-t-il se passer ensuite pour le Canada? Parce qu'il semble maintenant que le Canada entretient de mauvaises relations avec les États-Unis. Quelle est la prochaine étape pour le Canada? Eh bien, je veux dire, la chose logique et évidente à faire, étant donné que le Canada entretient de très mauvaises relations avec les États-Unis, serait de chercher d'autres relations et d'autres amitiés avec d'autres pays. La Russie, qui est bien sûr un voisin, on l'oublie toujours. Mais la Russie est un voisin du Canada et partage de nombreux intérêts communs avec le Canada. Et historiquement, les deux pays ont eu des relations cordiales. La Chine, bien sûr, également, avec laquelle le Canada a jadis entretenu d'excellentes relations. Je veux dire, c'est ce que le Canada devrait faire. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre chance que cela arrive. Je n'y crois tout simplement pas. Je connais assez bien Mark Carney. Je veux dire, il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre ici. Il a été un gouverneur de la Banque d'Angleterre, très politique. Et c'est quelqu'un qui partage toutes les opinions conventionnelles que l'on attend des membres de la classe politique. Donc oui, Trump est très mauvais. Les droits de douane sont très mauvais. La Chine est encore pire. La Russie est pire encore. Et je ne pense pas qu'il soit capable de dépasser cela. Et je crains, je suis désolé de le dire, que nous allons avoir plus de la même chose au Canada et une dégradation encore pire. J'ai compris que la situation au Canada n'est pas très bonne et elle ne va faire qu'empirer parce que, encore une fois, je ne vois aucun signe réel que quelqu'un au sein de la classe politique canadienne soit capable de redresser la situation ou de penser différemment. En fait, je voudrais encore vous interroger sur la Grande-Bretagne. Vous dites qu'il y a des forces au sein de la Grande-Bretagne qui détestent tout simplement la Chine, je suppose. Bien sûr, il y a aussi des forces en Grande-Bretagne qui détestent fortement la Russie. Donc, le seul pays qu'ils apprécient, c'est les États-Unis, n'est-ce pas? Mais cet accord de libre-échange, cela ne fait-il pas déjà plusieurs années qu'on en parle? Même à l'époque de Johnson, il voulait établir ce libre-échange avec les États-Unis. Est-ce que ça va vraiment se concrétiser selon vous? Vous avez encore mis le doigt dessus. Vous faites beaucoup dans cette émission, si je peux me permettre. L'une des grandes absurdités, c'est qu'il existe une partie de la classe politique britannique qui est intensément pro-américaine. Quand je dis une partie, j'entends 80% d'entre elles, 80 à 90%. Et ils sont convaincus que parce qu'ils parlent anglais et que les Américains parlent anglais, il existe un lien extraordinaire entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, que les Américains les apprécient et qu'ils sont anglophiles de cette manière-là. Je dois dire que ce n'est pas du tout mon expérience de l'Amérique.
Je pense qu'il y a pas mal d'hostilité envers la Grande-Bretagne aux États-Unis pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Voilà la première chose à dire. Bien plus que ce que les Britanniques imaginent. Je pense que l'Amérique et la Grande-Bretagne sont profondément différentes l'une de l'autre, à un point que, là encore, la classe politique britannique ne comprend tout simplement pas. Et je pense que le système politique américain et la classe politique américaine ne pensent pas beaucoup à la Grande-Bretagne. L'idée que Donald Trump ait une grande envie de conclure un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne est ridicule. Je veux dire, vous savez, la Grande-Bretagne n'est pas si importante pour lui. Il a des endroits bien plus importants en tête. Le Groenland est plus important pour lui que la Grande-Bretagne. Ça peut être difficile à comprendre pour les Britanniques, mais c'est la vérité. Oui, on verra. Quand est-ce que la Grande-Bretagne réalisera que les Américains ne les apprécient pas tant que ça? Bon, d'accord. Très bien. Parlons-en la semaine prochaine. Au revoir, merci. Au revoir, merci.